Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Ce jeudi 13 avril s'ouvre à Porte-Novo la rentrée parlementaire des députés. Cette rentrée marque la première session ordinaire et l'installation de Louis Vlavonou dans ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. À voir dans ce 13h au Bénin les 8 personnalités qui se sont succédées à la tête du Parlement béninois depuis sa création jusqu'à l'ère du renouveau démocratique. Et puis ensuite, après 2 ans de fermeture, le site de dragage de sable de Glo-Tokpa, situé dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi, rouvre ses portes et déjà des centaines de camions sont en attente pour le chargement de sable. Une réouverture qui suscite moult appréhensions et de vives polémiques sur fond de contestation des acquéreurs, riverains et propriétaires terriens. Que comprendre concrètement de cette réouverture qui oppose les riverains et les responsables en charge de l'exploitation? On va le savoir dans un instant. Et puis enfin, religion, conjointement avec les fidèles musulmans, les adeptes de la religion Tron Petodeka sont également en pleine période de jeûne. Comment les adeptes de cette divinité vivent ce moment de jeûne? Quelle similitude peut-on établir entre le jeûne de la religion Tron Petodeka et le jeûne musulman? Voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. 8 personnalités se sont succédées à la tête du Parlement béninois depuis sa création jusqu'à l'ère du renouveau démocratique. Louis Vlavonou est le 5e à accéder à la présidence de l'Assemblée nationale du Bénin depuis, bien entendu, l'ère des législature démocratique jusqu'à cette 9e. L'histoire de l'Assemblée nationale, siège de la politique béninoise, se construit depuis la veille de l'indépendance du Dahomey d'alors. William Cliquant revient ici sur l'historique de ces hommes qui ont dirigé l'hémicycle. Déjà en 1945, des personnalités issues du Dahomey vont se faire élire comme députés. Mais c'est en 1959 que la première expérience parlementaire véritable débute. Justin Tomati Aroumadegbe est le tout premier président de l'Assemblée nationale. Sa gestion court d'avril 1959 à novembre 1960. Le deuxième au perchoir dans l'histoire politique du Bénin est Valentin Djibodé Aklogan du 4 novembre 1960 au 28 octobre 1963. De 1964 à 1965, c'est Taïrou Kongaku qui a dirigé l'Assemblée nationale. Le colonel Christophe Soglo, dans un ordre militaire, allie pouvoir législatif et exécutif de 1965 à 1972. Un parlement dit d'exception voit le jour de 1973 à 1980 sous le nom de Conseil national de la Révolution avec à la tête Mathieu Kérékou. L'Assemblée nationale révolutionnaire, en première législature, sera dirigée par Boko Ignace Adjo de 80 à 84. La législature d'après est dirigée par Romain Villonguezo de juillet 1984 à février 1989. Il reste à la présidence de l'Assemblée nationale révolutionnaire dans sa 3e mandature, entamée en 89 et rattrapée par le vent du renouveau démocratique. Le Haut Conseil de la République fait office de Parlement, avec à sa tête Monseigneur Isidore de Souza, du 28 février 1990 au 31 mars 1991. À l'ère de la démocratie, Adrien Rumbedji est 3 fois président de l'Assemblée nationale. À la première législature de 91 à 95, de 1999 à 2003 et de 2015 à 2019. Bruno Amoussou est le président de la 2e législature de 1995 à 1999. Antoine Kolaole Idji règne à l'hémicycle d'avril 2003 à avril 2007, année de l'avènement du tout premier président ayant brigué consécutivement 2 mandats à la tête du Parlement béninois, Mathurin Kofi Nago. Il dirige d'avril 2007 à avril 2015. Le deuxième à avoir 2 mandats d'affilée est Louis Vlavonou, président de 2019 à 2023 et investi pour cette 9e législature de 2023 à 2026. Et puis voilà pour ce récit qui retrace les 8 personnalités qui se sont succédées à la tête du Parlement béninois. Réélu à la tête de ce Parlement pour le compte de la 9e législature, Louis Vlavonou sera officiellement investi dans ses fonctions ce jeudi. Une cérémonie qui sera doublée de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2023. Mais que savons-nous de Louis Vlavonou et comment est-il perçu au sein des communautés de sa région natale, Ifouani? Réponse dans ce reportage. Louis Gbéounou Vlavonou, l'homme qui va conduire les destinées de l'Assemblée nationale les 3 prochaines années, est originaire de Kokoumolou, une localité de la commune d'Ifouani dans le département du Plateau. Âgé aujourd'hui de 70 ans, Louis Vlavonou, colonel des douanes à la retraite,
est élu député pour la première fois en 2003 sous la bannière du MADEP. Depuis lors, il va toujours avoir la confiance des populations lors des différentes élections législatives. En 2019, élu cette fois-ci sous la bannière du Parti Union progressiste dont il est membre fondateur, il est plébiscité président de l'Assemblée nationale, 8e législature. Un mandat au thème duquel son management éclairé et son sens du devoir au profit des populations sont salués. 2023, il est réélu président de l'Assemblée nationale pour le compte de la 9e législature. Une réélection saluée avec grande ferveur dans sa commune d'origine. Avoir Louis Vlavonu à la tête de l'Assemblée nationale comme deuxième personnalité du pays, ça fait une grande joie pour nous et toute la population d'Ifani. Puisque depuis 1960 à ce jour, Ifani n'a jamais connu un ministre. À Ifani, nous sommes très heureux que les députés lui aient renouvelé leur confiance et le réélit comme président encore pour la 9e législature. Dans la commune d'Ifani, Louis Vlavonu est apprécié pour toute son œuvre. Et c'est à juste titre que les membres de sa communauté lui souhaitent tous leur vœu de réussite. Tel que moi je le connais, c'est un homme de cœur, un homme de paix, très écoutant, très regardant par rapport à tous les dossiers qu'on met devant lui. Et par rapport à tout ce qu'on lui amène, il a une grande capacité d'analyse, de discernement pour trouver ce qui va favoriser le peuple. C'est ça, vraiment, c'est ça qui le conduit jusqu'à ce qu'il est, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le destin politique, il y a aussi le destin naturel qui le suit. Louis Vlavonu, c'est un homme qui est humble et qui a de la rigueur dans le travail qu'il fait. Il n'est pas le chef qui tient le bâton, mais c'est le chef qui sait convaincre ses collaborateurs pour travailler. Et c'est la même chose pour nous qui sommes avec lui dans la communauté. Pour cette 9e législature, c'est que tous les députés se disent que c'est notre pays, le Bénin, et que nous devons tous ensemble contribuer à son développement. Et que tout ce que nous aurons à faire, ce serait que ce soit pour le développement du pays. Qu'on ne se détruise pas parce qu'on veut le pouvoir, qu'on ne se détruise pas parce que le chef de l'État fait bien son travail et qu'on veut montrer que ce n'est pas ça le travail qu'il doit faire. Du MADEP à l'Union progressiste Le Renouveau, en passant par l'Union fait la nation, Louis Vlavonu a un riche parcours politique et parlementaire. Et c'est donc un homme averti qu'il entame ce nouveau mandat de président de l'Assemblée nationale pour écrire une nouvelle page de l'histoire de cette institution. Puis voilà donc la réaction de quelques citoyens rencontrés dans la communauté de sa région natale, Louis Vlavonu, qui sera donc officiellement installé ce jeudi dans ses fonctions de président de l'Assemblée nationale dans une cérémonie qui est déjà en cours, actuellement même en ce moment du côté de Porte-Novo. Mais en termes de défis à relever et d'attentes également, nous allons partager avec vous les avis de quelques acteurs de la société civile et observateurs de la vie politique. On les écoute. Le défi, à mon avis, serait d'abord de faire de l'institution parlementaire le véritable lieu du débat politique, de l'ouverture à la discussion, de la tolérance pour que, en réalité, ce qui nous préoccupe politiquement trouve dans toute la mesure du possible des solutions au niveau de ce cadre-là qui est chargé d'élaborer des lois qu'on espère applicables, utiles pour les citoyens, pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. J'ai confiance en la capacité de conciliation et d'écoute du président de l'Assemblée nationale, son Excellence Louis Vlavonu, et je sais qu'il managera de manière à faire en sorte que les débats à l'Assemblée soient inclusifs. Et je sais que le président Louis Vlavonu est
une des personnalités du Bénin qui promeut les femmes. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de femmes au Parlement et je sais aussi qu'il travaillera de sorte à faire que ces femmes soient épanouies et jouent le rôle qui est le leur. À l'instar de tous les Béninois, je me réjouis de ce que nous avons enfin un Parlement qui n'est pas monocolore. Donc un Parlement où nous avons la possibilité d'avoir plusieurs sons de cloche. On a l'opposition, n'est-ce pas? Et donc c'est un défi pour lui parce qu'il a été, je veux parler de Vlavonou, c'est un défi pour lui parce qu'il a été déjà président dans la législature précédente où on n'avait pas l'Assemblée. Et dans l'Assemblée, on n'avait pas, n'est-ce pas, l'opposition. Mais il a quand même une certaine expérience avec cette législature. Je pense que ce qu'il doit faire, l'effort qu'il doit faire, c'est de pouvoir être au-dessus de la mêlée, même si il est d'un camp, mais il est le président de tout le monde. Nous sommes vraiment dans l'attente de pouvoir, de voir en fait le président et son bureau, ainsi que les acteurs qui dirigent les commissions, et vraiment considérer le fait que nous sommes demandeurs d'une prise en compte considérable en fait des exigences de démocratie participative qui n'excluent pas en fait le mandat qui leur est conféré au nom de la démocratie représentative. Tout part d'abord de là. Une fois que cela est fait, c'est-à-dire que le reste, ça ne sera que pour l'intérêt en fait des droits socio-économiques, des droits civils et politiques des Béninois. C'est un instrument d'unité nationale, la loi. Et c'est pourquoi justement il faut développer, au-delà donc de la démocratie représentative, qu'ils incarnent les parlementaires, qu'ils essayent en fait d'y concilier un peu les exigences de démocratie participative pour d'ailleurs répondre aux aspirations d'une gouvernance inclusive telle que prônée pour la mise en œuvre du PAG2. Et bien voilà, vous venez de suivre les avis en termes de défis et d'attentes également de quelques acteurs de la société civile et observateurs de la vie politique, à savoir Joël Taïgedegbe, SP en gouvernance locale, Fatoumata Batok Zossou, président de la plateforme électorale des organisations de la société civile, et puis Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin, puis enfin Ralmeg Gandaro, acteur de la société civile. Avant d'aborder notre sujet, le président de l'Assemblée nationale doit prioriser la notion de l'équilibre dans sa gestion de la 9e législature. Avis d'un enseignant de sciences politiques de l'université de Parakou, professeur Emmanuel Arlenvi Messan, insiste sur la nouvelle configuration de l'hémicycle qui est bien distincte de celle du précédent mandat en raison des attentes bien entendu des députés de la mouvance et surtout de l'opposition. Le politiste suggère au président de l'Assemblée nationale d'être le chef de tous malgré son apparence, son appartenance politique. On écoute. Qu'il a été élu président de l'Assemblée nationale de la 8e législature et maintenant de la 9e législature. Les configurations ne sont pas les mêmes. Au moment où il a été d'abord président de l'Assemblée nationale, c'était une majorité acquise, sans opposition. Et dans le contexte actuel, il y a une opposition qui se dégage. Donc, il doit travailler avec cette opposition. Cette opposition a ses stratégies et dans le travail parlementaire qui est surtout celui de légiférer, de voter, mais les lois, on va voir que beaucoup de choses vont se faire parce que il y a des dossiers en suspens, l'amnistie des prisonniers politiques, ceux qui sont en exil. Le président de la République a pris position, il ne veut pas revenir sur sa position. Peut-être que le canal de l'Assemblée nationale va faire en sorte que certains députés de la majorité et certains de l'opposition pourraient s'entendre pour qu'un certain nombre de dossiers politiques soient liquidés dans un souci, dans un climat d'apaisement. C'est un vieux politicien, il a fait le MADEP, il a côtoyé le PRD, il a toujours joué un peu à l'équilibre. Il va certainement s'affirmer comme membre de la mouvance présidentielle, tout en faisant de temps en temps des concessions pour ne pas déplaire au président de la République, pour ne pas paraître ingrat vis-à-vis du soutien qu'il a eu de la part du président de la République. Et peut-être comme on est en fin de deuxième mandat, il va peut-être penser à son avenir politique.
Dans la suite de ce trésor au Bénin, après 2 ans de fermeture, le site de dragage de sable de Glo-Topa, situé dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi, rouvre ses portes et déjà des centaines de camions sont en attente pour le chargement de sable. Une réouverture qui suscite moult appréhensions et de vives polémiques sur fond de contestation des acquéreurs, riverains et propriétaires terriens. Que comprendre concrètement de cette réouverture qui oppose les riverains et les responsables en charge de l'opération? Élément de réponse dans ce reportage. Une longue file d'attente de camions gros porteurs en direction d'un site de carrière de sable à Glo-Topa, un quartier de l'arrondissement d'Akasato, commune d'Abomey-Calavi. Un site de dragage objet de différend, fermé depuis 2 ans. Après la réouverture ce lundi, la polémique revient avec de nouveaux grincements de dents. Les populations riveraines et les acquéreurs de la zone sont surpris de voir les activités reprendre. Fortuitement, le lundi, là, on a vu la police avec quelques personnes débarquer pour ouvrir le site. Le promoteur, même en voulant prendre là, nous on l'a vu. Et on lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que nous-mêmes, en tant qu'acquéreurs de la zone, on doit être au courant et savoir ce qu'on nous réserve. Parce que même avant de venir, vous avez vu tout le lot de camions garés. Moi, ce matin, je dois sortir avant 8 h. Mais à cause de ce lot de camions, j'ai fait sortir mon véhicule à 10 h. Ce qui n'est pas normal. Pas du tout. Et on nous crée vraiment des dégâts, des dommages. C'est-à-dire, on ne nous considère même pas. Déjà à 20 h, si vous revenez ici, vous allez voir jusqu'à 5 h du matin. La tranquillité dans votre maison, là, non, c'est pas ça. Ils restent dans les camions et regardent dans votre maison. Vous ne pouvez rien faire. Des désagréments que les riverains tiennent à porter sur la place publique afin qu'ils soient pris en compte par la société exploitante de la ressource. Parmi les riverains, la famille Beji, ayant sa plaque ici à proximité du site, se sent particulièrement lésée selon son administrateur des biens. Notre FEPE avait un domaine ici d'environ 10 hectares et quelques. Et que bon, à son décès, on a constaté que l'entreprise RMG est en train de creuser du sable ici. Et on s'est rapproché d'eux, une première fois par voie du chier, pour leur dire, mais venez, qu'est-ce qui se passe dans le domaine de mon père? Mais ils nous ont dit que non, que l'État leur a donné le domaine, que l'État leur a octroyé le domaine et que le domaine leur appartient. Et pour cela, le promoteur a commencé par menacer tout le monde ici, qui va déguerpir tout le monde et que le domaine lui appartient. On lui dit, oh, il y a notre plaque qui est sur une partie du domaine et on lui dit bon, que vous ne pouvez pas exploiter illégalement le domaine à autrui. Il faut quand même qu'il y ait des concertations. Jusqu'à l'heure où je suis en train de vous parler, moi-même personnellement, je leur ai demandé de me faire parvenir au moins les papiers qui prouvent qu'ils ont eu l'agrément pour pouvoir faire ce travail-là. Mais rien n'est fait. Rien. Avec ces camions alignés, les habitants ont du mal à sortir de leur maison pour se rendre au travail les matins. Ils font également face aux problèmes de pollution sonore. Nous réclamons notre domaine, qu'ils reconnaissent que le domaine nous appartient. Et c'est ce que nous demandons. Ils ont érigé un bâtiment sur le domaine. On dit, mais vous ne pouvez pas ériger un bâtiment sur le domaine de Touy sans son accord. Et c'est là où le problème se pose aujourd'hui. On demande à l'État, comment on appelle, c'est-à-dire que la justice soit faite. Et que quelqu'un, dans aucun pays, quelqu'un ne peut pas occuper le domaine de quelqu'un. Aujourd'hui, par exemple, pour le dragage et autres là, tous ceux qui sont en train de draguer aujourd'hui, ils négocient avec les propriétaires terriens. Mais ce dernier ne veut pas négocier. Il dit que c'est son domaine. On dit de sortir les papiers qui prouvent que c'est son domaine. Il ne veut pas sortir les papiers. Que ces autorités-là, sincèrement, pensent à nous, viennent vers nous pour discuter avec nous parce que nous avons le même droit, les mêmes droits que eux aussi. Sur le terrain, nous avons mené des démarches pour entendre le son de cloche des responsables de l'entreprise RMG Resource Management Group. Mais au finish, le directeur du site présent a préféré garder le silence. Les parties en conflit attendent la prompte réaction des autorités pour le retour imminent de l'ordre et de la cohésion sociale.
Je vous l'annonçais en titre, conjointement avec les fidèles musulmans, les adeptes de la religion Tron, Kwetodeka, sont également en pleine période de jeûne. Comment les adeptes de cette religion vivent ce moment de jeûne? Quelle similitude peut-on établir entre le jeûne de la religion Tron, Kwetodeka et le jeûne musulman? Élément de réponse dans ce reportage de Teddy Goudalo Princia Adjevi sur les images de Elvis Tonouko. Premier dimanche du mois d'avril dans ce temple Kwetodeka dans la commune d'Abomey-Calavi. Les fidèles se sont mobilisés pour vénérer l'esprit de leur divinité. C'est une messe particulière à laquelle ces adeptes prennent part en pleine période conjointe de jeûne avec les musulmans. La période de carême dans la communauté Tron en général n'est pas tellement différente du carême du mois du Ramadan musulman. Non, c'est juste que nous pratiquons le carême dans le vaudou, eux ils pratiquent le carême dans l'islam. Ouais, c'est les mêmes prescriptions, c'est les mêmes recommandations et c'est les mêmes bénédictions que nous recevons. Ces fidèles Kwetodeka pratiquent le jeûne à leur guise tout en respectant les prescriptions établies. C'est un moment de prière pour nous. Ça nous permet de se rassembler les soirs, de prier ensemble, de manger ensemble. Déjà à 6 heures, il faut être au temple, prier, après manger. C'est tout, après aller prier au temple encore. À 17h30, 18h, on est déjà ensemble, on prie. Et à 19h, on mange un fruit. Et après, c'est fini. Quand je mange le matin, puis 5 heures comme ça, là, dans la journée, je ne mange pas, jusqu'au soir. Mais le soir, pour manger, je peux prendre, avant de manger, je peux prendre de l'orange. Avant de manger, les fruits, quoi. Si je prends de l'orange, après ça, je peux manger de la nourriture. Le jeûne dans la communauté Tron n'est donc pas si différent de celui des fidèles musulmans. Selon l'histoire, l'esprit Tron émane de la religion musulmane. Notre esprit adorateur Tron est un esprit musulman en partie. Parce que l'empereur mondial qui nous a fait connaître cette divinité, il est au Ghana. Donc c'est lui qui nous a fait connaître cette divinité et c'est un musulman. C'est pour vous dire par là que nous nous abstenons, d'accord, à nous priver de nos désirs, désir de manger, désir de boire, désir public et autres, dans cette période pour demander pardon aux esprits, notamment à la divinité Tron, de nous pardonner parce qu'une année, ça fait 12 mois. Et dans les 12 mois, nous prenons seulement un seul mois pour demander pardon. C'est vrai, c'est peu, mais vu que c'est une prescription, on n'a pas le choix. En attendant de toucher du doigt les grâces qui découlent de ce jeûne, les prescriptions divines continuent d'être respectées chez les adeptes de Kwetodeka et fidèles musulmans. Et pendant ce temps, pour finir, les musulmans ont amorcé depuis ce petit matin d'hier le dernier virage du Ramadan. Il s'agit de l'étape des 10 dernières nuits au cours desquelles ils observent des prières nocturnes à la recherche de la nuit de la destinée. La rédaction de Canal 3 Bénin pour vous faire vivre l'ambiance dans cette période intense a suivi pour vous le déroulement de cette prière dans une mosquée de Cotonou. Voici les images. Mustafa Abdoulaye est l'imam de cette mosquée située au quartier Ahogbohwe, dans le 13e arrondissement de Cotonou. Sa présence à la mosquée à une heure si tardive n'est pas anodine. C'est la 21e nuit du Ramadan et pour tous ceux qui savent, c'est un moment important pour les musulmans. Nous sommes dans le mois du Ramadan, un mois béni, un mois qui a 3 parties. Donc, on vient de finir 2 parties. On entame ce petit matin la 3e partie qui est les 10 derniers jours du Ramadan. Et dans ces 10 derniers jours, il se trouve une nuit très précieuse. Donc
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de veiller et de prier et chercher la nuit qui est la nuit de la destinée. Encore appelée Tahajjud, les prières nocturnes ne sont pas obligatoires, mais elles relèvent d'une importance capitale. C'est au cours de celle-ci que les musulmans recherchent la nuit de la destinée. C'est une nuit qui a vraiment beaucoup d'importance. La première des choses qu'on peut dire sur ça, c'est ce que le bon Dieu a dit dans son Saint-Coran glorieux. Il nous informe que cette nuit, khayrun min alfi shahr, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Il dit, sachez que la nuit de la destinée est une nuit qui a du mérite plus que ce quelqu'un qui a choisi à adorer le bon Dieu 1000 mois sans que cette nuit-là en fait partie. 0h30 ce mercredi matin, les fidèles sont sortis pour répondre à l'appel de Dieu. L'imam invite à la formulation des rangs avant le démarrage de la prière. Ici, de notre côté, nous avons l'habitude de faire 5 salams qui contiennent 10 rakas. Voilà. Et après, il y a Shafa'i et Witr. La totalité, ça fait 13 rakas, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de faire. Voilà. Cette prière nocturne, il a l'habitude de le faire à un nombre impair. Allahu Akbar. Pour diriger cette prière nocturne, le jeune imam Mustafa Abdullahi se fait accompagner par ses frères. Après quelques unités, il se fait remplacer. D'ailleurs, si ça a été nommé Tahajjud, ça veut dire une prière de plus d'efforts. Donc ce qui veut dire, c'est pas facile. Voilà pourquoi vous allez constater dans plusieurs mosquées, après le premier imam, il cède la place à un autre imam. Et le Coran, la lecture du Coran, c'est une adoration. Il ne faut pas le faire jusqu'à un point, tu vas te sentir fatigué et tu ne pourras plus prononcer les mots tels que ça est. Et la prière de Tahajjud, c'est pas seulement il faut venir prier. Ça ne s'arrête pas là. Après la prière, après 3 salams, on essaye de prendre une petite pause, faire un peu de rappel. Car c'est ce que le Coran nous recommande. Que fais du rappel, car le rappel profite aux bons croyants. Selon les prescriptions islamiques, il faut rechercher la nuit de la destinée au cours de la 3e et dernière décade du mois de Ramadan. Cette recommandation implique l'amplification de l'adoration et c'est aussi le moment le plus attendu des fidèles au vu de nombreuses récompenses. C'est pourquoi maintenant nous, et moi principalement, moi-même là j'ai laissé ma famille à la maison, j'ai laissé tout ce qui est là et je suis déjà présent maintenant pour ne pas rater les premières récompenses. Ça n'a pas encore commencé. Je veux que ça commence devant moi et que ça termine devant moi, Inch'Allah. Nous sommes très contents de pouvoir atteindre ces 10 derniers jours. Et nous voulons demander également à Allah de nous faciliter la tâche de bien pouvoir démarrer ces 10 derniers jours et pouvoir atteindre jusqu'à la fin. Si la nuit de la destinée vaut l'adoration de 1000 mois, seul Allah connaît la récompense du jeûneur selon l'enseignement prophétique. Pour l'heure, le compte à rebours est lancé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Retrouvez à 16h votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.